manifestation, c'est sur, j'allais dire, le mépris par lequel le président et son parti passent pour pouvoir imposer. J'ai éteint le mandat parce que... Imposer une solution qui n'est pas conforme au consensus. Le consensus, me semble-t-il, était sur les accords d'Arusha, qui, même s'ils n'étaient pas forcément sublimement appliqués, avaient le mérite d'exister, avaient réussi à organiser une certaine forme de partage entre Hutus et Tutsis, non seulement au sein du gouvernement, mais également, surtout, au sein des forces de sécurité. Ça me paraissait très important. D'accord que le système n'était peut-être pas viable pour encore des années, mais au moins, il avait le mérite d'exister. Et pour en avoir parlé avec un certain nombre d'interlocuteurs ces derniers jours, oui, il y a une inquiétude qu'à travers ce maintien au pouvoir, une partie de la population puisse voir à travers ce geste-là, cette volonté-là, ce mépris-là, une forme d'encouragement à ce qu'une majorité s'impose, y compris par la violence, à une minorité. De la population, parce que quand on regarde ce qui se passe, on voit quand même que une grande majorité des Burundais ne sont absolument pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et peu importe leur ethnie, même au sein du parti du Congrès, il y a eu une pétition pour pas qu'ils se reprennent. La lecture ethnique de ces manifestations, je pense, est un peu, un peu prématurée et j'ose le dire, un peu fausse, parce qu'encore une fois, la majorité des Burundais, peu importe leur couleur et leur appartenance, sont contre ce qui se passe. Donc, voilà. Ça c'est vrai, mais mémoire, juste pour nos auditeurs, rappeler que le Burundi, comme le Rwanda, c'est une minorité de Tutsis, 14% à peu près, 15%, et 85% de Hutus. Donc on est, disons, dans une mécanique, et de ce point de vue-là, c'est très différent, par exemple, du cas du Burkina Faso, où cet acharnement du président à rester au pouvoir risque de rallumer des tensions qui ont été longtemps, grâce aux accords d'Arusha, plus ou moins calmés. L'armée a été diversifiée, d'ailleurs elle montre dans cette crise pour le moment une neutralité. Il y a une durée de stabilité qui a fait 300 000 morts, et les choses, le risque est réel. Les principaux opposants, par exemple, parlent du risque d'une catastrophe majeure avec 400 000 dérivés dans une histoire aussi violente qui dure depuis les indépendances, parce que, bon, on va pas refaire l'histoire, mais le colonialisme et le décolonialisme ont une immense responsabilité dans la relation des Grands Lacs, on ne va pas refaire l'histoire. Donc dans des pays qui ont cette tradition de violence, évidemment, tout acte qui peut amener à déstabiliser un système politique sur lequel tout le monde s'était à peu près mis d'accord peut être dangereux. Mais la plupart des opposants au régime de Nkurunziza sont des Hutus. Absolument. La plupart des gens qui contestent, parce qu'ils sont la majorité de toute façon, donc c'est pas les 10% de Tutsis qui contestent, c'est des partis qui sont largement Hutus, qui contestent la décision du parti majoritaire entre guillemets de représenter pour un troisième mandat. Donc c'est une compétition pour le pouvoir, et ça se rapproche aussi un petit peu du Burkina Faso, parce que les gars qu'on voit dans la rue, c'est pas des ethnicistes alliés, c'est les jeunes de l'université. L'actualité nous semble à l'instant, je vous interromps, le collectif contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza vient de décréter une trêve de 2 jours à des manifestations, sans doute pour apaiser aussi les tensions. C'est de nature à apaiser les tensions, ça? J'en sais rien, parce que la seule chose qui pourrait apaiser les tensions, c'est une discussion, j'allais dire, sur le troisième mandat. Alors, le parti qui présente Nkurunziza et Nkurunziza disent, techniquement, on y a droit. Alors, en plus, c'est toute une discussion légalo-constitutionnelle, parce que le premier mandat, il n'avait pas été élu, etc. Bon, bref. Moi, je pense que ces pays, il y a un fond ethnique, ça c'est clair, on ne peut pas l'enlever, mais je crois aussi que ces pays sont maintenant aux prises avec la légitimité du pouvoir. Il faut que l'Afrique se débarrasse de cette question des grands chefs, il faut que le pouvoir puisse passer d'une personne à une autre, il faut qu'il y ait des transitions normales par l'élection, il faut arrêter l'anxiété électorale. Je ne sais plus quel grand sociologue africain a parlé de l'anxiété électorale. C'est que chaque fois qu'une élection se pointe, on est au bord de la catastrophe. Il faut que ce système s'arrête. Parce que sinon, il n'y aura jamais d'émergence africaine, il n'y aura jamais de croissance, il n'y aura jamais tout ça. Et je pense que quelque part, ce qui se passe à l'ouest de l'Afrique inspire aussi beaucoup ce qui se passe au centre de l'Afrique. C'est très connecté. Ce qui s'est passé au Nigeria, on a vu alors les titres catastrophistes en amont de l'élection. Que va-t-il se passer? On a été étonné, il ne s'est absolument rien passé. Plutôt que les citoyens soient allés voter. Goodluck Jonathan a laissé son poste. Donc, mais pas encore. Enfin, la transition est...
il a accepté la défaite. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, enfin je ne comprends pas, ce sont juste, comme vous le disiez très justement, ce sont des gens de la société civile qui sont confrontés exactement au même problème, qui est celui du manque d'alternance, mais qui est lié d'abord au fait qu'il n'y a pas de proposition politique intéressante de la part du pouvoir en place. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait s'en tenir d'un point de vue juridique et d'un point de vue politique et social au pouvoir au Burundi. Donc je pense que la lecture ethnique, pour moi, n'a pas vraiment de pertinence ici. Je pense qu'il faut essayer de passer un peu... l'histoire, et je pense que les gens qui manifestent comme leurs parents ont tous été marqués de l'histoire n'est pas près ou de loin par... L'histoire n'est pas immuable et les générations naturellement, et c'est pour changent. naturellement, et c'est pour éviter qu'elle bégaye qu'on en est là. Parce que on ne je veux dire, ce qui s'est passé il y a 20 ans au Rwanda, je suis d'accord que c'était il y a 20 ans, mais ce qui s'est passé depuis en Afrique centrale continue de se passer. Et ce qui se passe au Kivu continue de se passer. Et cette guerre qui a fait 6 millions de morts, 6 millions de morts depuis le milieu des années 90, je suis désolé, c'est la guerre la plus oubliée de l'actualité mondiale, on n'en parle jamais, et elle est au cœur de ce que vivent les Africains de cette région. Afrique centrale, Afrique des Grands Lacs. Chacun a en mémoire ça. Et vous ne pouvez pas dire que... Et ce qu'on oublie sur le conflit au Kivu, puisque vous en parlez, c'est que c'est aussi d'abord une guerre économique, parce qu'il y a quand même une région très riche au Congo qu'on appelle le Kivu, où il y a du coltan qui sert à fabriquer nos portables. Donc c'est pas qu'une question ethnique, là c'est véritablement une question mondiale. Et ça fera l'objet d'un autre débat, parce qu'on va devoir marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour un nouveau débat.